Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Elle brise le trophée d'une élève noire, sans savoir qui elle deviendrait plus tard. Dans la banlieue résidentielle de Harrisonville, nichée entre les collines verdoyantes et les maisons modernes aux pelouses parfaitement taillées, se dressait l'imposant bâtiment de la Westwood Academy. Entourée de grilles en fer forgé et de jardins entretenus avec précision, l'école était une institution réputée. Elle représentait bien plus qu'un simple lieu d'apprentissage, c'était le sanctuaire des familles les plus influentes de la région. Les couloirs de marbre, les salles de classe numériques dernier cri, les professeurs diplômés d'universités prestigieuses, tout y transpirait l'excellence, mais aussi une forme d'exclusivité rigide. Dans les rangs de cette élite bien huilée, les différences n'étaient pas invisibles. Les élèves noirs ou issus de milieux modestes formaient une infime minorité, souvent tolérée mais rarement pleinement intégrée. Leur présence reposait sur un système de bourses académiques sévèrement sélectives, que l'école utilisait aussi comme argument marketing pour afficher une fausse diversité. Amara Johnson, 10 ans, faisait partie de cette minorité. Fille unique de Rachel Johnson, infirmière de nuit dans un hôpital de Seattle, et de Daryl Johnson, technicien dans un laboratoire de recherche biomédicale, elle avait grandi dans un petit appartement de la périphérie, loin du luxe de ses camarades de classe. Pourtant, malgré les écarts matériels, l'univers intérieur d'Amara était immense. Dès son plus jeune âge, elle avait montré une curiosité hors norme. À 4 ans, elle démontait des réveils pour comprendre leur fonctionnement. À 6, elle collectionnait des livres de science au lieu de poupées. Son père, passionné par la recherche, avait transformé un coin du garage en petit laboratoire. Il y avait installé une vieille table, une loupe articulée, des bocaux d'échantillons, et un microscope d'occasion acheté sur eBay. Ce lieu devint vite le refuge sacré d'Amara, son sanctuaire d'apprentissage. Chaque week-end, elle y passait des heures à observer les mouvements d'une colonie de fourmis, à noter le comportement des coccinelles, ou à mesurer la température dans des pots de fleurs selon l'exposition au soleil. Son carnet de bord, qu'elle appelait son grimoire des observations, était rempli de dessins précis, d'hypothèses écrites à la main, et de tableaux détaillés. Mais ce n'était pas qu'une enfant brillante, elle était silencieuse, modeste, presque invisible dans les couloirs de l'école. Elle ne participait pas aux conversations sur les vacances à Aspen, ni aux anniversaires organisés dans des yachts privés. Elle gardait la tête baissée, mais ses yeux, eux, étaient toujours tournés vers les étoiles, ou les ailes d'un insecte. Cette année-là, lorsqu'on annonça le lancement de la compétition annuelle des jeunes innovateurs, Amara y vit une chance. Non pas de se faire remarquer, mais de partager sa passion avec d'autres. Elle présenta un projet intitulé « La vie secrète des pollinisateurs urbains », une recherche sur les abeilles sauvages dans les jardins communautaires de Harrisonville. Elle avait observé leur trajet, identifié les plantes qu'elle préférait, mesuré l'impact des pesticides sur leur comportement. Elle n'avait pas seulement présenté un exposé. Elle avait défendu une cause. Elle n'avait pas récité un savoir. Elle avait transmis une vision. Le jury, composé d'enseignants, de scientifiques invités et de quelques mécènes de l'école, dont certains n'avaient pourtant jamais accordé un regard aux élèves boursiers, fut stupéfait. Non seulement par la rigueur de son travail, mais par la profondeur de sa compréhension écologique et son intelligence émotionnelle. À la fin de sa présentation, un vieux biologiste membre du jury déclara : « C'est la meilleure synthèse que j'ai entendue ici en 10 ans, et elle a 10 ans. » Le vote fut sans appel. À l'unanimité, le trophée d'excellence scientifique lui fut attribué. Il s'agissait d'une lourde pièce en métal argenté, montée sur un socle de bois verni, où était gravée la devise de l'école, Sapientia Lux, la sagesse et lumière. Cette distinction n'avait été remise qu'à 4 élèves en 20 ans d'existence. Tous blancs. Tous issus de familles connues. Et cette fois, ce serait une petite fille noire aux cheveux crépus et au regard rêveur qui monterait sur scène pour le recevoir. Les jours précédant la cérémonie, Amara restait discrète. Elle n'en parlait pas à ses camarades, qui l'ignoraient la plupart du temps. Chez elle, en revanche, c'était la fête. Sa mère avait posé une robe blanche fraîchement repassée sur son lit. Son père avait ciré ses chaussures lui-même. Ils avaient commandé un petit gâteau avec l'inscription « À notre scientifique préféré ».
Mais aucun d'eux ne pouvait imaginer que ce moment, qu'ils avaient tant attendu, allait être brisé. Brisé non pas par un accident, mais par la volonté froide et cruelle d'une enseignante. Le 12 juin, le soleil brillait haut dans le ciel, baignant les bâtiments de la Westwood Academy d'une lumière dorée. L'atmosphère sur le campus était électrique. Les familles arrivaient en voitures de luxe, les enfants vêtus de tenues de cérémonie, certains arborant déjà les médailles remportées les années précédentes. Une longue banderole tendue à l'entrée de l'auditorium affichait en lettres dorées. Célébration de l'excellence, promotion élémentaire 2025. À l'intérieur, l'auditorium était plein à craquer. Plus de 400 personnes avaient pris place dans les rangées de sièges rembourrés, parents en robe de soirée ou costume 3 pièces, enseignants, mécènes, anciens élèves prestigieux. Des projecteurs fixés au plafond éclairaient la scène où trônait une table décorée de fleurs blanches, couverte de trophées étincelants. Un orchestre d'élèves jouait doucement un morceau de musique classique en fond sonore. Tout transpirait la grandeur, mais aussi l'orgueil. Rachel et Daryl Johnson, assis tout au fond, se tenaient la main. Rachel avait mis sa plus belle robe bleue, simple mais soignée. Daryl, nerveux, portait une chemise blanche un peu trop serrée au col. Il n'était pas habitué à ce monde d'apparence. Mais aujourd'hui, ils n'étaient pas venus pour s'intégrer. Ils étaient venus voir leur fille honorée. Les premiers prix furent remis dans des catégories diverses: mathématiques, littérature, musique. Des applaudissements nourris ponctuaient chaque nom annoncé, mais on sentait que tout le monde attendait la grande annonce finale. Une pause. Puis une voix, amplifiée par les haut-parleurs, retentit. Et maintenant, le moment tant attendu. Le trophée d'excellence scientifique 2025. Cette distinction récompense non seulement l'excellence académique, mais aussi la créativité, la rigueur et la passion scientifique. Et cette année, le jury a été unanime. Un murmure d'anticipation parcourut la salle. Le trophée d'excellence scientifique est attribué à Mademoiselle Amara Johnson. Un silence tendu suivit. Comme un vide sonore, un moment suspendu. Puis, timidement, quelques applaudissements s'élevèrent, surtout depuis les rangs du fond. Les visages dans les premiers rangs exprimèrent une surprise muette, parfois même un mécontentement non dissimulé. Certaines mères murmurèrent entre elles. Des enfants chuchotèrent, « C'est qui, elle ?» Mais Amara, elle, n'entendait presque plus rien. Elle se leva lentement, le cœur battant si fort qu'elle en sentait les pulsations jusque dans ses doigts. Elle porta la main à son collier, une petite abeille en argent que son père lui avait offerte. Puis, la tête haute, elle s'avança vers la scène. Ses chaussures vernies faisaient un bruit discret sur les marches. Ses yeux se posèrent sur le trophée qu'on tenait entre les mains. Il brillait sous la lumière. Un éclat pur. L'éclat d'un rêve d'enfance sur le point de se réaliser. Mais derrière le pupitre ne se tenait pas n'importe qui. Madame Catherine Whitmore. La maîtresse principale de l'année. Une femme toujours impeccable, qui souriait à peine, et qui n'avait jamais adressé plus de 2 phrases aimables à Amara. Une femme dont le regard exprimait souvent un mépris poli, presque institutionnalisé, à l'égard des élèves issus de minorités ou des familles non traditionnelles. Whitmore tenait le trophée. Elle fixait Amara. Un sourire figé aux lèvres. Son bras s'abaissa légèrement, comme si elle allait tendre la coupe, mais elle s'arrêta net. Puis, sans avertissement, elle ouvrit doucement les doigts. Le trophée glissa. Il tomba. Un craquement sec, amplifié par les micros de scène, coupa court à l'orchestre. Le trophée se brisa en 3 morceaux nets sur le sol en bois ciré. Le socle roula jusqu'aux pieds d'Amara. Un frisson d'horreur parcourut l'assemblée. Madame Whitmore, le regard froid, baissa les yeux, puis haussa les épaules. « Oh! Quel dommage !» dit-elle d'un ton feintement désolé. Peut-être que le jury a surestimé certaines choses cette année. Ces mots tombèrent comme des couteaux. Rachel se leva d'un bond. Daryl resta figé, la bouche entr'ouverte. On entendit quelqu'un dire « Non, ce n'est pas possible ». Mais personne ne bougea. L'ambiance était figée. Une violence sourde s'était abattue sur la salle, une gifle silencieuse en pleine cérémonie. Et au milieu de cette immobilité, Amara restait debout.
Elle regardait les morceaux du trophée. Sa respiration s'accélérait. Elle cligna des yeux. Une larme coula, discrète, mais elle ne baissa pas la tête. Elle ne recula pas. Elle ne dit rien. Ses mains, pourtant, se crispèrent sur sa robe blanche. Mais ce que Madame Whitmore ignorait, c'est que cette scène avait été filmée sous plusieurs angles. Une caméra officielle de l'école, postée sur la droite de la scène, avait capté le geste. Mais surtout, un parent dans les gradins, équipé d'un téléphone à la qualité 4K, avait filmé toute la séquence. Le regard condescendant. La pose volontaire. Le sourire ironique. Et les mots. Ce parent, choqué, n'était autre que Samuel Reed, le père d'un élève de 6e, et producteur de documentaires. Il savait reconnaître un moment lourd de symbole. Il n'avait pas encore quitté son siège que son doigt tremblant partageait déjà la vidéo dans un groupe WhatsApp privé avec la légende. Vous venez de voir ce que je viens de voir ? Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette vidéo allait faire le tour du monde. Il n'avait fallu que quelques heures. Le lendemain matin, alors que le personnel de l'école s'activait à nettoyer l'auditorium et à retirer les décorations fanées de la veille, une vidéo de 57 secondes était déjà en train de bouleverser le cours de l'histoire d'Amara. Postée anonymement sur TikTok par un élève du collège, @trutontape, la séquence montrait la scène exacte du lâcher de trophée. Filmée depuis les gradins, la vidéo captait chaque détail, le regard glacial de Madame Whitmore, le léger pincement de lèvres juste avant qu'elle lâche le trophée, et le ton volontairement condescendant de sa remarque. Peut-être que le jury a surestimé certaines choses. Il ne s'agissait pas d'un accident. Cela se voyait. Et tout le monde le vit. La vidéo passa de 200 vues à 2 millions en moins de 8 heures. Les commentaires affluaient. C'est écœurant. On brise la confiance des enfants comme ça. Cette fillette, elle ne réagit même pas. Elle encaisse comme une adulte. Sur Twitter, X, le hashtag Justice pour Amara fut lancé par Stéphanie Ross, une journaliste locale spécialisée dans les questions d'éducation et de diversité. En moins de 24 heures, il figurait parmi les tendances nationales. Puis, tout s'emballa. Des célébrités afro-américaines, scientifiques, écrivains, artistes, éducateurs, tous prirent la parole. Viola Davis, dans une vidéo poignante, regarda directement la caméra. Ce n'est pas un trophée qu'elle a brisé. C'est une image. Celle d'une petite fille noire, brillante, douce, discrète, qu'on a piétinée. Et si on peut faire ça en pleine lumière, imaginez ce qu'on fait dans l'ombre. Neil deGrasse Tyson, astrophysicien de renommée mondiale, partagea la vidéo avec le message. Le futur a besoin de cerveaux comme Amara. Pas d'éducateurs qui les écrasent. Ava DuVernay, la réalisatrice, proposa de financer un documentaire sur la trajectoire d'Amara et l'importance des figures féminines noires dans les sciences. Même des enfants célèbres, comme des finalistes de concours de jeunes inventeurs, publièrent des vidéos de soutien en disant « Amara, tu n'es pas seule. On est tous avec toi. » Face à l'ampleur du scandale, l'administration de Westwood Academy réagit d'abord par déni. Un communiqué sobre fut publié sur leur site, parlant un malentendu regrettable lors d'un moment de stress. L'école indiquait qu'elle respectait tous ses élèves quelle que soit leur origine, et appelait à rester unis face à la désinformation. Mais la communauté ne se laissa pas berner. Les captures d'écran de la scène, les ralentis vidéo, les analyses vocales et les témoignages d'anciens élèves affluaient. Plus de 10 anciens élèves boursiers dénoncèrent publiquement le comportement raciste ou humiliant de Madame Whitmore au fil des ans. Des parents décidèrent de retirer leurs enfants de l'établissement. Des sponsors exigèrent des comptes. Sous la pression, Madame Whitmore fut suspendue temporairement dans l'attente d'une enquête interne, mais pour beaucoup, c'était trop peu, trop tard. Amara, quant à elle, ne comprenait pas encore tout ce qui se passait. Elle savait seulement que son téléphone était éteint, que ses parents pleuraient autant de fierté que de colère, et que son visage était soudain partout. Le surlendemain, elle reçut un appel inattendu. L'université de Stanford souhaitait l'inviter à présenter son projet lors de leur événement annuel, STEM Future, réservé aux jeunes talents. Amara, à peine remise de l'humiliation, fut accueillie comme une invitée d'honneur. On lui offrit une bourse à vie,
une mentorat scientifique personnalisé, et la Fondation Carter, dirigée par un ancien lauréat du prix Nobel, lui remit un prix spécial pour sa résilience et son génie précoce. Des lettres, des colis, des dessins d'enfants affluèrent du monde entier. Une classe d'enfants de Soweto, en Afrique du Sud, envoya même une vidéo où les élèves criaient en chœur. « Bravo Amara! Tu es notre lumière !» Interrogée par CNN Kids, la jeune fille resta fidèle à elle-même. Calme, posée, réfléchie. Quand on lui demanda ce qu'elle pensait de l'attention soudaine, elle prit quelques secondes, puis répondit simplement. « J'aurais préféré qu'on m'écoute avant qu'on me voie. Mais maintenant que vous regardez, je vais vous montrer ce que je peux faire. » Sa réponse devint virale. Reprise dans des journaux, des discours, des conférences TED. Quelques mois plus tard, un événement inattendu vint couronner le courage et le talent d'Amara. Lors de la cérémonie annuelle à Washington DC célébrant les jeunes esprits les plus brillants du pays, Amara Johnson, 10 ans, fut appelée sur la grande scène du Centre national des sciences pour recevoir le prix national de l'enfant scientifique, une distinction rarissime remise à un élève de primaire, généralement réservée aux collégiens ou lycéens. Portant une robe bleu marine offerte par une association de soutien aux jeunes scientifiques, Amara s'avança d'un pas timide mais déterminé sous les applaudissements nourris. Elle fut accueillie par le président des États-Unis en personne, qui lui serra la main et lui glissa à l'oreille. « Tu es l'avenir. Et aujourd'hui, c'est toi qui nous inspires. » Une photo d'Amara, rayonnante, tenant le trophée dans ses mains, fit la une du New York Times Kids édition avec le titre « De la poussière au sommet, l'abeille reine du savoir ». Pendant ce temps, à Harrisonville, la pression sur Catherine Whitmore était devenue insoutenable. Le conseil scolaire, qui avait longtemps hésité à prendre des mesures fermes, se vit contraint d'agir face à l'ampleur des révélations. Dans une tentative désespérée de sauver ce qui restait de sa réputation, Madame Whitmore accepta de donner une interview à une chaîne de télévision locale. Devant la caméra, elle afficha un sourire figé, et tenta de banaliser l'incident. C'était un accident. Le trophée était lourd, un peu glissant. Vous savez, les réseaux sociaux déforment souvent les intentions. Mais ces mots sonnaient faux. Le ton, le regard, l'absence de véritable regret, tout trahissait sa mauvaise foi. Le lendemain, l'interview fut démontée pièce par des experts du langage corporel sur Internet, et massivement ridiculisée dans des montages viraux. Puis, le passé de Madame Whitmore la rattrapa. Une ancienne élève aujourd'hui étudiante en droit à UCLA publia un long témoignage sur Medium, évoquant des remarques racistes, des moqueries voilées, des humiliations subtiles vécues durant ses années à Westwood Academy. Ce texte fit boule de neige. Dans les jours qui suivirent, 5 autres jeunes femmes, toutes issues de minorités, publièrent leurs propres récits. Le Washington Post en fit un article de fond intitulé « Sous le vernis, 20 ans de silence à Westwood Academy ». On y lisait, entre autres. Madame Whitmore me disait que je parlais trop fort pour une fille de ma culture, ou que la science demande de la rigueur, pas seulement de l'instinct. Elle m'a fait douter de moi pendant des années. Lina Escobar, ancienne élève, aujourd'hui ingénieure biomédicale. Face à ce raz-de-marée, le conseil d'administration de l'école n'eut plus le choix. Catherine Whitmore fut licenciée sans préavis, ses effets personnels rapidement récupérés dans un carton sous la surveillance d'un huissier de l'école. Elle fit l'objet d'une plainte officielle pour discrimination raciale de la part de 2 familles d'anciens élèves. Quelques semaines plus tard, elle déménagea discrètement de l'État de Washington, incapable de trouver un autre poste dans une institution éducative. Dans les couloirs du système scolaire, son nom était désormais associé à un cas d'école, au sens littéral comme au figuré, sur les ravages du racisme systémique en milieu éducatif. Et pendant que Madame Whitmore s'effaçait dans l'anonymat, Amara, elle, poursuivait son envol. 3 ans plus tard, un matin lumineux de septembre, les élèves de la Westwood Academy furent conviés à une cérémonie silencieuse mais solennelle. À l'entrée du laboratoire de biologie fraîchement rénové, une plaque dorée, fixée sur un socle en pierre noire, fut dévoilée sous les regards émus des présents. On pouvait y lire, gravé en lettres capitales et élégantes. Laboratoire Amara Johnson, pour chaque enfant qu'on a tenté de faire taire. L'instant fut marqué par un silence profond, presque sacré. Des anciens élèves, des enseignants, des familles,
mais aussi des journalistes et des membres du conseil scolaire s'étaient réunis pour cette dédicace hautement symbolique. Certains pleuraient discrètement. D'autres, comme Rachel et Daryl Johnson, avaient les yeux levés vers la plaque, les mains serrées l'une dans l'autre. Amara, aujourd'hui âgée de 13 ans, s'avança vers le micro installé devant l'entrée du bâtiment. Grande pour son âge, posée, ses cheveux enroulés dans une tresse majestueuse, elle portait un tailleur gris clair et un badge du Whitman Science Institute, un collège d'élite de la côte et qu'elle fréquentait depuis 1 an, sur bourse d'excellence. Elle prit une brève inspiration et déclara. Ce bâtiment est dédié à tous ceux et celles qu'on a traités comme des erreurs alors qu'ils étaient des promesses. Ce qu'on brise chez un enfant, on ne le répare pas toujours. Mais parfois, ça devient une force. L'assistance resta suspendue à ces mots. Aucun professeur n'avait jamais parlé avec autant de puissance, et pourtant, c'était une ancienne élève qui, aujourd'hui, redonnait une âme à cet établissement. Après la cérémonie, les médias relayèrent la scène dans tout le pays. CNN, NPR, et même la BBC saluèrent la revanche digne et inspirante d'une enfant qu'on avait humiliée devant une classe, et qui devenait un symbole de persévérance pour des milliers d'autres. À présent, Amara poursuit ses études dans l'un des meilleurs collèges scientifiques du pays. Elle est mentorée par un cercle restreint de femmes noires pionnières dans le monde des sciences, biologistes, ingénieurs, climatologues, neuroscientifiques. Parmi elles, la docteure Viola Green, astrophysicienne à la NASA, est devenue sa marraine académique. C'est elle qui préface le premier livre d'Amara, paru chez Random House Jr. Ce qu'ils ont brisé, m'a construit. Dans cet ouvrage à la fois autobiographique et manifeste, Amara raconte avec une maturité bouleversante son parcours, ses blessures, ses doutes, mais surtout, sa foi inébranlable en l'intelligence, la vérité et la justice. Elle y écrit. À tous les enfants qui entendent qu'ils ne correspondent pas, qu'ils sont trop bruyants, trop différents, pas à leur place, sachez que votre différence est une lumière. Ne laissez jamais personne l'éteindre. Ses parents, Rachel et Daryl, la suivent dans chaque étape de ce voyage extraordinaire. Ils assistent à ses conférences TEDx, à ses lectures dans des écoles défavorisées, à ses laboratoires d'été avec des enfants réfugiés. À chaque prise de parole, à chaque stand d'innovation, ils se regardent en silence, les yeux embués, le cœur gonflé d'un amour indescriptible. Et lorsqu'on demande à Amara ce qu'elle ressent en voyant tout le chemin parcouru depuis cet après-midi de cauchemar à Westwood, elle répond toujours, calmement, avec le même sourire doux et droit dans les yeux. Ils m'ont brisé un trophée. Mais ils ne m'ont jamais brisé moi.